Très bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation et merci pour l'introduction aussi. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler un petit peu de l'impact des plans d'eau et de l'évolution dans le contexte du changement climatique. Alors, je vais reprendre des éléments qui ont été recensés dans le cadre de l'impact cumulé sur les retenues, donc, qui a eu lieu en 2016, que vous pourrez retrouver sur le site de l'OFB. Et puis, suite à ça, il y a eu donc une étude, une préconisation sur la façon de mener une étude d'impact cumulé des retenues qui est en cours de test actuellement à l'OFB. Donc, j'en parlerai pas beaucoup, mais en tout cas, c'est en cours. Ici, je vous montre une figure qui représente un peu l'impact des plans d'eau. Et en fait, simplement, il y a différents types d'impacts qui sont résumés. Des impacts du premier ordre sur la qualité de l'eau, l'hydrologie, la charge en sédiments, puis de second ordre, production primaire, morphologie, puis ensuite les impacts de troisième ordre plutôt sur la biodiversité. Alors, je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais quand même pas trop. Alors, tout d'abord, oui, le premier point, c'est combien de réservoirs en France. Effectivement, c'est la grande question, on ne sait pas. Et donc, comme l'a dit Anne-Cécile, donc il y a des estimations qui sont sorties récemment donc, dans des publications, essentiellement des analyses de satellites, effectivement, et une combinaison avec des images de photos, en fait. Et donc celle de Terrace Mayal, ils estiment qu'il y a 600 000 plans d'eau en France, 98% d'origine humaine. Donc, voilà. Ce qu'ils ont déduit, c'est que la répartition de ces plans d'eau ou de ces retenues, en fait, essentiellement, c'est des toutes petites retenues qui sont disponibles. Donc, c'est la fraction verte, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc de petites retenues inférieures à 0,1 hectare, essentiellement. Et donc, en superficie, elles correspondent à une très petite surface extension totale par rapport aux grandes retenues, mais elles sont en nombre plus important. En superficie, ça correspondrait à une surface de près de 4500 km², donc ça représente 0,8% de la France. Mais finalement, c'est quand même un tiers de la surface irriguée, donc ce n'est pas forcément si négligeable. Bien sûr, c'est des estimations et ça ne permet pas de savoir l'usage des plans d'eau ni leurs caractéristiques en nombre et volume. Or, comme l'a dit Anne-Cécile, c'est très important de savoir quel est l'usage de ces retenues. Donc, ce n'est pas du tout le même impact si on a une retenue pour irrigation ou un étang de pêche ou de l'hydroélectricité. Et une des différences, notamment, ça va être la variabilité temporelle du stockage d'eau dans les nappes, dans le réservoir qui va pouvoir jouer. Alors, d'autres choses qui vont impacter, c'est le mode de remplissage de ces retenues et le mode de vidange. Donc, dans le remplissage, par exemple, si c'est une retenue de type collinaire avec des baies réservées en dérivation ou alors les fameuses bassines, ça ne va pas être la même chose. Et puis, pour la vidange aussi, si c'est un déversoir, un moine ou un siphon, ça va pouvoir jouer notamment sur la qualité de l'eau. Alors, justement, d'un point de vue qualitatif, un des premiers impacts, c'est impact sur le transport sédimentaire. Là, pour le coup, la littérature est assez claire. On considère que 90% des sédiments sont piégés dans une retenue. Donc, voilà. Et du coup, l'impact cumulé de ces retenues, il va être dépendant de la façon dont sont placées ces retenues. Alors, on va pouvoir avoir un impact additif lorsque ces retenues sont placées dans des sous-bassins versants différents, et puis un impact infra-additif quand elles sont sur la même rivière. Ensuite, concernant la qualité physico-chimique, on a des impacts qui sont bien connus sur la température de l'eau, l'oxygénation, donc une perte en oxygène, ou alors une dénitrification souvent, mais aussi des problèmes d'eutrophisation, etc. Donc ça, à l'intérieur de la retenue. Les impacts température, oxygénation, concentration, ils vont pouvoir se cumuler éventuellement le long du bassin versant. Et ça va dépendre finalement de la distance entre les retenues, puisque finalement, une retenue va avoir, alors si vous voyez ici la courbe bleue, une retenue qui serait située à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais j'espère. Donc, on va pouvoir avoir un impact, mais qui va se résorber finalement au bout d'une certaine distance, qui peut être de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Et du coup, en fait, on va avoir un impact sur le cours d'eau, mais qui sera réduit spatialement. Par contre, si les retenues elles sont trop proches les unes des autres et trop nombreuses, on va avoir un impact qui va se cumuler et qui va donc perturber la température, l'oxygène ou les concentrations à l'échelle du bassin.
Sur l'impact sur la biodiversité, il y a clairement aussi des impacts. Donc, le premier impact, quand il s'agit de retenue artificielle, c'est qu'on a détruit le milieu préexistant. Hein. Évidemment, le milieu, la biodiversité du milieu aquatique naturel préexistant va être détruit. Par contre, on va avoir une création d'un nouvel habitat et très souvent l'implantation d'espèces lentiques. Donc, on va pouvoir abriter des espèces patrimoniales comme les odonates ou les batraciens, mais aussi on va favoriser l'implantation d'espèces exotiques envahissantes qui vont pouvoir diffuser le long du bassin versant, à la fois en amont et en aval. Voilà. Alors, excusez-moi. Ensuite, sur les aspects quantitatifs, hein, il y a un impact forcément de la retenue puisque les débits en sortie ne sont pas égaux aux débits en entrée. Et les différences qui vont y avoir, c'est bien sûr donc les apports par les précipitations sur le plan d'eau, mais aussi la variation de stock du plan d'eau. Donc, la plupart des retenues, elles sont faites, lorsqu'elles sont artificielles, elles sont faites pour créer un stockage temporel, donc pour tamponner la disponibilité de la ressource en eau. Donc, du coup, on a cette variation de stock qui est vraiment importante. On a les pertes par évaporation par le plan d'eau qui vont donc réduire le flux d'eau. Puis, on a bien sûr les prélèvements. Beaucoup de retenues sont faites pour favoriser des prélèvements. Donc voilà. Et puis, on peut avoir des pertes par infiltration. Alors, en France, je pense que c'est assez rare, mais dans d'autres pays, c'est assez important. Alors, on va faire un zoom là sur les pertes par évaporation et puis sur les prélèvements. Alors, les pertes par évaporation, elles ne sont pas si simples à estimer. Dans les études qu'on a pu voir, il y avait différentes façons de les estimer. Donc, des mesures de flux par édicovariance qui sont très souvent quand même associées à des grandes retenues, donc plutôt pas les petites pour des questions pratiques en fait, de fiabilité de la mesure aussi. Il y a des méthodes qui sont assez étendues, qui sont les bacs d'évaporation, sachant que les plus pertinentes sont au sein du plan d'eau. Et là, ça devient un peu technique d'avoir un bac sur le plan d'eau, puisqu'il ne faut pas qu'il soit submergé par les vagues, etc. On a des approches de bilan hydrique avec des mesures très fines des quantités d'eau apportées, exportées, et puis du niveau d'eau. On a des approches isotopiques, alors qui sont pas mal utilisées dans la littérature globale, mais qui sont peut-être... je trouve qu'ils ont des chiffres vraiment très importants. Je me demande à quel point tout est bon. Et puis, on a des méthodes classiques, donc plutôt d'estimation des flux par des variables météo, donc de type approche Penman-Montis ou carrément de la modélisation. Alors, finalement, avec tout ça, qu'est-ce qu'on connaît sur l'évaporation? On sait que l'évaporation du plan d'eau, elle va être d'autant plus forte que la température du plan d'eau en surface est élevée et que, en gros, même la température le stockage thermique du plan d'eau est important. Donc ça c'est vraiment un impact très fort. Du coup, ça veut dire que plus le plan d'eau est de faible profondeur, plus il va pouvoir s'échauffer, plus il va pouvoir perdre de l'eau. Donc, il y a un impact important de la profondeur de l'eau. L'évaporation, elle sera plus forte s'il n'y a pas d'obstacle au vent, s'il n'y a pas d'ombre portée. Elle va aussi augmenter quand l'humidité de l'air est plus faible, c'est-à-dire quand on a un fort déficit de pression de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, on sait que ce déficit, il augmente avec le dérèglement climatique, donc on s'attend à ce que l'évaporation, elle augmente dans le futur. Et puis, elle est sensible aussi au rayonnement infrarouge, qui a aussi une tendance à la hausse. Par contre, ce qu'on sait également, c'est que quand la surface du lac est assez grande, il peut y avoir une fine couche d'air saturé en surface sur le plan d'eau, et ça va limiter les pertes par évaporation. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est très difficile, en connaissant, finalement, en estimant les flux sur un plan d'eau, d'aller dire quelle sera l'évaporation de l'autre plan d'eau s'il n'a pas exactement les mêmes conditions. Par contre, ce que l'on sait, c'est que l'évaporation d'un plan d'eau, elle est supérieure à celle d'une parcelle, simplement parce qu'une parcelle, là j'ai mis une photo d'une prairie, son évaporation elle va être normalement inférieure à la précipitation que la parcelle reçoit, voilà, parce qu'il y a une partie qui va aussi s'écouler, on ne peut pas évaporer plus que ça. Par contre, sur un plan d'eau, on ne va pas être limité par le stress hydrique, donc on va avoir une évaporation certainement relativement proche de l'évapotranspiration potentielle. Donc, il y a des facteurs multiplicatifs qui sont estimés dans un tas d'articles, mais voilà. Du coup, en France, ça veut dire qu'à part pour les retenues d'altitude, on va être en général avec une évaporation qui sera supérieure, voire bien supérieure aux précipitations.
Ça veut dire que finalement, on va perdre de l'écoulement qui a réussi à parvenir à l'eau. Donc, finalement, on a une perte totale. Alors, les estimations intéressantes qu'on a dans la littérature, donc, par exemple, en Espagne, il y a une étude qui s'est focalisée sur le bassin de Segura, où il y a plein de toutes petites retenues d'irrigation. Et ils estiment que voilà, ça représentait 0,3% du bassin, et pourtant, ça a évaporé autant qu'un quart de l'alimentation en eau potable du bassin, donc c'était quand même pas mal. Et puis aux États-Unis, il y a des estimations des pertes par évaporation de seulement 700 lacs, donc ce n'est pas grand-chose par rapport aux lacs présents là-bas. Et ils considèrent que ça correspond à l'évaporation au volume d'eau de quasiment 100% des usages d'eau potable des États-Unis, donc 93% exactement. Donc ça donne une idée de l'ampleur. Si on prend l'évaporation du lac d'Aswan en Égypte, c'est encore pire. Voilà. Alors, donc les pertes par évaporation sont importantes. Et puis donc l'autre influence très forte, c'est les prélèvements. Et ces prélèvements, ils ont beaucoup augmenté sur ces dernières décennies. Donc là, j'ai repris une figure de Jean Marga sur l'évolution des prélèvements en France en kilomètres cubes depuis 1956, je crois, dans les années 2000. Donc on voit une très forte croissance. Et cette croissance, elle est liée aux différents types d'usage de l'eau, irrigation, potable, industrie. Mais j'ai repris ici aussi en vert l'évolution des surfaces irriguées qui ont quand même aussi beaucoup augmenté sur la durée, donc même si elles ont eu tendance à se stabiliser dans les années 2000. Et voilà, clairement, une partie des surfaces irriguées sont irriguées sur des plans d'eau, et donc on a un lien direct ici entre prélèvement en eau et disponibilité des plans d'eau. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les prélèvements dans les plans d'eau, ils vont varier vraiment de façon très importante. Bien sûr, ça peut être zéro, les prélèvements, mais ça peut être plus que 100% du volume de la retenue. Il y a des estimations qui considèrent que ça peut être 4 fois le volume de la retenue. Et même pour des bassines d'eau, donc avec des durées de remplissage limitées, les agriculteurs, ils estiment qu'ils peuvent utiliser 120% au moins de la retenue. Donc voilà, le volume d'eau ne donne pas forcément une idée complète des capacités de prélèvement, puisqu'évidemment, on peut se remplir plusieurs fois au cours de la période. Alors, comme on a dit, les impacts des plans d'eau, ils dépendent du type de plan d'eau. Donc, par exemple, pour des retenues de type collinaire qui vont prélever toute l'eau lors du remplissage avec une évacuation que par débordement, on a forcément une forte réduction des débits en automne pendant la période de remplissage, qui peut durer dans l'hiver, mais aussi qui va avoir lieu au printemps et en été, puisque la retenue ayant été vidée ne sera pas forcément remplie, aura une capacité de stockage, et donc on va pouvoir comme ça absorber toute l'eau, même en printemps ou en été. Donc l'impact est un peu moins pire, on va dire, pour des retenues qui ont un débit réservé, puisqu'on va pouvoir restituer normalement un dixième du module. L'impact, a priori, il est plus transparent hors des périodes de remplissage pour des retenues en dérivation. Et puis, pour les bassines, en fait, on ne sait pas trop parce que c'est quand même assez récent, mais on peut se dire que l'impact doit se rapprocher de celui des retenues en dérivation, avec certainement un impact moins marqué lors des crues, mais plus marqué par contre en été, du fait que, comme il y a une partie du remplissage qui se fait par des prélèvements en nappe, forcément on impacte quand même les débits à ce moment-là. Alors, en synthèse sur l'impact sur les débits, donc, ce qu'on a pu voir avec l'ESCO, c'est qu'on avait finalement une réduction des débits annuels en moyenne à l'échelle globale, sur toutes les études de l'ordre de 10%. En moyenne annuelle sur les bassins, donc avec des retenues de type petite retenue, donc c'était moins d'1 million de mètres cubes. Pour les conditions en termes de densité ou de précipitation qui correspondent à la France, ça fait des impacts qui vont de l'ordre de 10 à 35% de réduction des débits. Et surtout, c'est un point important, c'est que les impacts, même sur les débits annuels, sont beaucoup plus importants les années sèches. Ils vont jusqu'à 50% de réduction des débits. Sur les impacts sur les débits d'étiage, en fait, clairement, ça peut aller jusqu'à la sec dans le cas de retenues de type collinaire. Et ça, en fait, même s'il y a des débits réservés, ce qui avait assez peu dans le cadre des études qu'on a pu analyser, mais vu qu'en fait, il y a une toute petite fraction du débit et puis que quand il n'y a pas d'écoulement à Mont.
Après, l'impact sur les débits de crue, donc ça c'est important aussi. Il y a un effet assez net de l'écrêtement, en particulier pour les gros réservoirs, mais que l'on voit aussi pour un cumul de petites retenues. Donc en particulier, il y avait une étude de Galéa et al. Qui avait travaillé sur la Séoune et le Tescou qui avait très bien montré ça. Et par contre, on peut se dire que l'impact sur les débits de crue ne sera pas vrai pour des retenues de type bassine, puisque là, il y a un débit qui est limité par les pompes. Hein. Et puis aussi, sans doute qu'ils n'ont pas intérêt à remplir avec de l'eau tourbeuse. Donc, ils ne vont sans doute pas mettre en marche ces pompes à ces moments-là. Voilà. Alors, un point important, c'est que ce qu'on connaît, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui est associé aux retenues. C'est-à-dire que l'augmentation de l'offre conduit à une hausse de la demande et à une vulnérabilité plus élevée. Donc, en gros, quand il y a des restrictions d'eau, on a des conséquences économiques qui fait une pression sociale pour la création de réservoirs. On a l'impression d'être dans le Varenne, là. Du coup, on augmente l'approvisionnement en eau. Mais là, évidemment, il y a des tendances hydroclimatiques qui ne sont pas favorables, auxquelles s'ajoutent des tendances socio-économiques qui peuvent accentuer la demande en eau. Et du coup, on revient sur des périodes d'assèchement et des restrictions d'eau. Donc, on retourne dans le cycle, sachant qu'ensuite, avec un approvisionnement en eau, avec une dépendance qui accrue à l'approvisionnement en eau, eh ben, on augmente la vulnérabilité et du coup les conséquences économiques. Donc ça, c'est assez bien connu. Et une autre chose qui est bien connue, c'est que les prélèvements qui sont favorisés par ces retenues, ils sont une composante majeure de l'intensification des sécheresses hydrologiques. Et donc, ça veut dire que le problème vraiment ne fait que s'accentuer. Alors, en termes de projection climatique, je ne vais pas vous dire beaucoup d'éléments, mais donc il y a le 6e rapport du GIEC qui est sorti pour la première partie cet été 2021. Ici, je vous montre une évolution des précipitations en hiver et en été issues de ce rapport. Donc, vous avez l'évolution pour différents degrés de température atteint la fin du siècle. Donc, si on arrive à bien atténuer avec 1,5 degré, en atténuation à 2 degrés, et puis si on continue à émettre beaucoup, donc avec des projections à 4 degrés. Donc, on voit que de haut en bas, on a un impact beaucoup plus fort sur les précipitations, donc avec en vert une augmentation et puis en bleu, en marron une diminution. Plus la couleur est intense, plus les changements sont importants. Ce qu'on voit, c'est que voilà, on va avoir une diminution des pluies en été en France. Et puis en hiver, un contraste entre le nord et le sud, mais peut-être une augmentation un petit peu des pluies dans le nord. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, moins on atténue les émissions de gaz à effet de serre, plus la température augmente, bien sûr, et plus les précipitations sont modifiées, donc un impact très important. Et en termes d'impact sur les sécheresses, ça c'est une étude qui montre l'évolution de la durée des sécheresses agronomiques en Europe en termes de durée et de fréquence pour chaque demi-degré de température globale dans le futur. Donc, ce qu'on voit, c'est que plus ça va, plus on chauffe, en fait, plus la durée et la fréquence des sécheresses augmentent. Et c'est vraiment notable, chaque demi-degré compte, clairement. Et en gros, on peut dire que toutes les études s'accordent à une augmentation des sécheresses agronomiques en Europe. Et donc, ça ne fait pas beaucoup de doute. Ce qu'on peut s'attendre, l'impact des plans d'eau, c'est que dans un tel contexte, c'est qu'il y aura une augmentation des impacts qualitatifs, notamment du fait que la température sera encore plus chaude. On peut avoir des assèchements partiels qui favorisent les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, il y a beaucoup d'études qui se focalisent là-dessus maintenant. On s'attend à avoir des pertes par évaporation plus importantes du fait de cette température plus élevée, mais aussi de ce déficit de vapeur d'eau accru. Du coup, clairement, une augmentation du risque de non-remplissage, donc lié à des sécheresses longues. Là, comme on a vu cet été aux États-Unis, où les barrages étaient complètement vides, c'était des énormes barrages. Donc, c'est vraiment des sécheresses longues. Donc, on a un risque de rupture également qui est accentué du fait d'événements de pluie plus intenses. Du coup, en gros, on s'attend à avoir des impacts accentués sur la diminution des débits, et donc plus d'impact sur les débits aval et les apports à la mer. Voilà, pour conclure, donc, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution unique au problème du dérèglement climatique. Donc, il faut vraiment chercher différentes solutions qui peuvent se combiner. La construction de nouveaux plans d'eau ne devrait pas être utilisée comme première solution. Donc, il faut vraiment, à l'inverse, avoir une remise en question globale du fonctionnement au niveau local. Bon. Il y a une nécessité, clairement, de réduire nos impacts pour respecter les limites planétaires, y compris dans leur déclinaison régionale, ce qui est loin d'être évident parce qu'on ne les connaît pas forcément bien. Mais tout ça pour éviter de basculer vers un état d'équilibre moins favorable, le fameux point de bascule.
qui est représenté ici. Donc, on est sans doute sur un équilibre relativement fragile, hein, et donc il n'est pas impossible de basculer vers un état où on aurait vraiment des conséquences beaucoup plus désagréables. Voilà, je vous remercie.